Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne et comment on peut voir l'avenir de l'Union européenne avec ce départ. Pour la première fois, un peuple européen décide par référendum de quitter l'Union européenne. Les Britanniques ont préféré le grand large au continent selon la formule de Winston Churchill. Le référendum s'est déroulé le 23 juin 2016. Plusieurs personnages ont joué des rôles importants. Boris Johnson, par exemple, un rôle clé. Il est devenu ministre des Affaires étrangères, mais pas en charge des affaires européennes. Le Monde avait titré à ce moment-là « Le Royaume-Uni quitte l'Europe ». C'est un défi supplémentaire pour la construction européenne. Ils se sont accumulés ces derniers temps les défis économiques pour la zone euro, la question migratoire, celle des réfugiés, et aussi la question du respect de l'état de droit en Hongrie et en Pologne. C'est vrai que des référendums négatifs, il y en a déjà eu. La France notamment et les Pays-Bas ont par référendum en 2005 rejeté le traité établissant une constitution pour l'Europe. On peut se demander si la technique du référendum est adaptée aux questions difficiles posées par l'Union européenne. Le référendum a tendance à simplifier les choses et l'on répond plus à des personnalités qui ont posé la question qu'éventuellement à la question elle-même. Et il peut y avoir des moments difficiles, compliqués. Au Royaume-Uni, l'assassinat d'un parlementaire par un extrémiste. Le sectarisme à l'égard des étrangers s'est développé au Royaume-Uni, notamment à l'égard des ressortissants polonais. Beaucoup de questions se posent. La Première ministre a déposé effectivement l'avis de départ, si l'on peut dire, en mars 2017. Comment les choses vont se dérouler après ce dépôt d'un retrait du Royaume-Uni? Certains considèrent qu'au fond, c'est à la fois un risque, mais peut-être une chance. Un risque pour le Royaume-Uni lui-même, parce que pour le Royaume-Uni, c'est l'Écosse qui aimerait bien rester dans l'Union européenne et donc quitter le Royaume-Uni. C'est l'Irlande du Nord qui se pose des questions sur les relations avec l'Irlande tout court. Et c'est la City dont un certain nombre d'établissements quittent la City pour aller vers l'Allemagne ou vers d'autres États. Mais en même temps, ça peut clarifier les choses, parce que le Royaume-Uni n'a jamais été très attaché à la question de l'intégration politique. Le marché commun, oui. Le marché intérieur, oui. L'intégration politique, pas forcément un grand intérêt pour cela. Alors c'est vrai que on peut voir trois aspects. Premier aspect, l'organisation du divorce. Comment le divorce va se passer d'une certaine manière. Un journaliste français avait dit que le divorce serait un divorce ruineux et interminable. C'est Arnaud Le Parmentier qui l'a dit dans le journal Le Monde. En effet, le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pose toute une série de questions difficiles, des questions juridiques d'abord. C'est l'ensemble du droit de l'Union que le Royaume-Uni doit d'une certaine manière abandonner, plus de 10 000 textes qui doivent être remis en cause à cette occasion. Des problèmes financiers tout à fait imposants. En effet, le Royaume-Uni s'est engagé en matière budgétaire sur la période 2014-2020. Et donc le Royaume-Uni doit faire face à ses obligations en matière financière. Les chiffres qui sont évoqués sont très imposants, puisqu'on évoque entre 60 et 100 milliards d'euros la contribution britannique sur ce registre-là, et pas seulement sur l'aspect budgétaire, mais sur beaucoup d'autres aspects. Les Britanniques doivent prendre en charge les retraites des fonctionnaires britanniques qui travaillent dans la Commission européenne. Ils sont plus de 1200. D'autres questions financières, contribution britannique à la Banque européenne d'investissement. Des problèmes administratifs. Comment traiter les questions qui étaient traitées par les fonctionnaires européens? Il faut dorénavant les traiter au Royaume-Uni. Et l'on dit qu'il faudrait recruter à peu près 10 000 fonctionnaires pour régler tout cela. Ce n'est pas forcément aisé. Les contrôles de douane vont réapparaître. Et les contrôles aux frontières vont réapparaître, y compris sur le plan des marchandises, qui renforcent les choses, compliquent les choses. Alors, sur ce registre, ça oblige aussi l'Union européenne à renégocier 300 accords internationaux avec la disparition du Royaume-Uni. Ce n'est pas forcément simple. L'Union européenne s'est choisi Michel Barnier, Guy Verhofstadt pour traiter ces sujets. M. Barnier nous explique que les choses ne seront pas réglées avant la fin de l'année 2018, donc les choses sont complexes, bien sûr. Pour l'instant, le Royaume-Uni est toujours membre de l'Union européenne, le Brexit n'a pas eu lieu, les négociations traînent, sont difficiles, compliquées. Deuxième point, quelles vont être, après le divorce, les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne?
Là encore, le flou est total, on ne sait pas trop comment les choses vont s'organiser. Alors, c'est vrai que, est-ce que le Royaume-Uni sera lui-même encore uni? C'est-à-dire, est-ce qu'il sera complet? Est-ce que c'est bien la Grande-Bretagne ou simplement des parties de la Grande-Bretagne qui seront à l'intérieur? Que deviendra l'Écosse? Que deviendra Gibraltar, l'Irlande du Nord, sur ces points? Alors, on peut imaginer plusieurs scénarios. Soit c'est des relations bilatérales classiques, comme un État tiers. On imagine mal le Royaume-Uni accepter cette relation simplement d'État tiers. Ça peut être la politique de voisinage, comme c'est connu avec d'autres États. Je pense à la Turquie notamment, comme État associé, ou dans l'Union douanière. Le Royaume-Uni peut devenir membre de l'Association européenne de libre-échange et se trouver dans la situation de la Norvège, c'est-à-dire devoir payer la contribution à la libre circulation tout en ne discutant rien sur le plan du fonctionnement, puisqu'il ne serait plus membre de l'Union européenne. Apparemment, Madame la Première ministre imagine, Madame May imagine plutôt un accord de libre-échange sur le modèle du Canada. Et imaginez que le Royaume-Uni devienne une sorte de Canada bis, si l'on peut dire, sur ce registre-là. Il est difficile d'imaginer tout, mais on a le sentiment que le Royaume-Uni voudrait bénéficier encore de la participation à la libre circulation des personnes, des marchandises. Et cela montre qu'on ne peut pas être dehors et dedans. Si on est dehors, on ne peut plus bénéficier des éléments qui contribuent, qui participent en quelque sorte de la libre circulation. Cela explique que beaucoup de Britanniques demandent en ce moment d'avoir une deuxième nationalité, des Britanniques qui vivent en France, qui vivent en Allemagne, en Espagne ou au Portugal. Et que dire des ressortissants européens qui vivent cette fois-ci au Royaume-Uni, ils sont plus de 3 millions. Troisième élément, quelles sont les perspectives de l'Union européenne sans le Royaume-Uni? Alors là, il y a beaucoup d'hypothèses possibles. Le livre blanc de la Commission européenne imagine au moins 5 scénarios, 5 hypothèses. S'inscrire dans la continuité, rien d'autre que le marché unique, ceux qui veulent font plus ensemble, faire moins de manière plus efficace, faire beaucoup, mais plus ensemble. C'est l'idée de l'Europe à plusieurs vitesses, c'est l'Europe à géométrie variable qui est imaginée derrière. Alors on peut imaginer, me semble-t-il, 3 grands scénarios possibles. Un premier scénario, une évolution institutionnelle modeste, sans changement des traités, mais avec modification de leur fonctionnement. C'est l'idée d'une commission qui serait un vrai gouvernement de l'Union européenne. M. Juncker a indiqué qu'il était, en quelque sorte, le président de la commission de la dernière chance, et que par conséquent, il faudrait renforcer le poids et le rôle de la commission. Et l'élection du président de la Commission européenne, en 2014, s'est faite selon des manières démocratiques. C'est les partis politiques arrivés majoritaires qui ont choisi effectivement le président de la Commission européenne. On pourrait imaginer une présidence commune, président de la Commission, président du Conseil européen. On peut aussi imaginer une commission qui travaille plus les sujets forts et qui laisse de côté les sujets plus faibles en les laissant aux États. Ça peut être aussi l'idée de renforcer la politique de sécurité et de défense, la politique étrangère commune, ou la politique en matière de migration, mais sans changer les institutions du tout. Deuxième scénario, cette fois-ci, c'est le recours à la technique de la coopération renforcée, c'est-à-dire l'idée de cercles successifs. Et on peut en imaginer 3 cercles successifs. Et c'est le schéma qui est largement imaginé, par exemple, par le président de la République française ou par le président de la Commission européenne, mais qui est prudent sur ce registre. Les cercles. Premier cercle, une union politique européenne de la zone euro, des 19 États membres de la zone euro, faire une union politique européenne, union politique, union monétaire, union budgétaire, union fiscale, avec un ministre de l'économie de la zone euro, un parlement de la zone euro, un budget de la zone euro. C'est proposé par le président Macron, mais c'est proposé aussi par un petit ouvrage de Thomas Piketty sur ce registre-là, qui évoque un traité de démocratisation de l'Europe. Ce serait une défense européenne, cette fois-ci entre les 19, sous le modèle d'une Europe de la sécurité, comme les Eurocorps le montrent en ce moment. Là encore des propositions du président Macron, un fonds européen de défense, un quartier général européen, un conseil de sécurité européen.
L'opportunité est là, c'est le président Donald Trump. Le président Trump considère que l'OTAN, d'une certaine manière, est obsolète. Par conséquent, que les Européens s'occupent de leur propre défense, c'est une piste possible sur ce registre-là. Ça suppose d'améliorer aussi la gouvernance européenne, mais c'est un premier cercle très restreint à 19 sur une union politique européenne. Deuxième cercle, une union douanière et un marché intérieur, mais cette fois-ci à 27, sans le Royaume-Uni. Troisième cercle, le cercle de la zone de libre-échange, une union douanière, un marché intérieur, pourquoi pas, cette fois-ci une dimension un petit peu différente avec des nuances sur le marché intérieur bien évidemment, comme l'Association européenne de libre-échange le fait aujourd'hui, c'est-à-dire 32 États avec le Royaume-Uni. Troisième scénario possible, qui est lointain il est vrai, c'est remettre sur le métier le chantier constitutionnel, selon les propositions de Guy Verhofstadt sur les États-Unis d'Europe. Je crois que ce schéma est encore lointain, mais il faut peut-être regarder les États-Unis sur ce plan. Avant de devenir une grande puissance, les États-Unis ont mis beaucoup de temps entre la Constitution américaine de 1787 et la grande puissance américaine de l'entre-deux-guerres. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus ambitieux, par conséquent un peu plus lointain, mais pour autant, il est intéressant d'observer 2-3 formules. Parce qu'aujourd'hui, Mme Merkel nous dit « l'Allemagne se porte bien quand l'Europe va bien, l'Europe se porte bien si la France est forte en Europe ». Et d'une certaine manière, cela rend compte des propositions du président Macron sur cette dimension, avec des propositions d'avancée. En tous les cas, il ne faut pas que l'Europe sorte de l'histoire. Dans notre siècle, nous avons notre destin en main.